Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de l'Afterlab de l'année 2022. Et effectivement, on attendait un grand moment pour se retrouver, on l'avait un petit peu anticipé, on n'a pas été déçus. C'est effectivement un numéro spécial consacré au WRC, au Rallye Monte-Carlo, avec mon ami et consultant habituel dans ce genre d'exercice, c'est Guillaume Lafay. Bonjour Guillaume. Salut LFB, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très bonne année à tout le monde et surtout plein de beaux rallyes, de beaux événements mécaniques pour cette nouvelle année. Oui, je crois que ça démarre en fanfare parce que toi comme moi, là, on a vécu 4 jours exceptionnels. Eh ben écoute, oui, je commencerai juste par une petite chose. Voilà, ce que je vais lancer sur Internet, qui a commencé à recueillir quelques signatures. Tout simplement une pétition pour qu'on puisse avoir nos deux Seb, Ogier et Loeb, à temps plein en WRC. Parce qu'on a vécu tout simplement un week-end historique, quoi. Enfin, c'est la manière dont ils ont dominé cette manche d'ouverture et cette nouvelle ère du WRC. Voilà, tout simplement, ils ont clos les débats et on va pouvoir en discuter, mais quel week-end. Ouais, non, on a vécu un truc assez incroyable. On s'attendait pas à ce point-là peut-être à vibrer autant. Et c'est vrai qu'on a 10 millions de questions. Mais j'ai intitulé cet épisode La bataille des deux Seb. Effectivement, j'ai pas pu me résoudre à les séparer en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te rejoins un petit peu à ce niveau-là. Guillaume, si tu me permets, je voudrais juste faire une petite introduction pour rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés la semaine dernière et que je connaissais personnellement. Tu en as peut-être entendu parler. C'est Alain Boinard, un grand caméraman qui a été, figure-toi, un grand caméraman et un chef opérateur dans le milieu du cinéma. Il a notamment eu un rôle important dans Les Tontons Flingueurs. Mais c'était un ami de François Guitert, ce nom te dit quelque chose, Monsieur Formule 1, Monsieur Sport Auto pour Elf. Et à ce titre, eh bien, effectivement, Alain Boinard est devenu, à la fin des années 60 et jusqu'au milieu des années 80, sans discontinuer, le caméraman un petit peu officiel de Elf. Et donc, à cette époque, je peux te dire, c'était le caméraman de la Formule 1. C'est à lui que l'on doit les images légendaires de toute l'époque Matra, Elf, et ce jusqu'au début des années 80, j'insiste. Alain Boinard, je le connaissais, Guillaume, figure-toi, parce que lorsque j'ai quitté France 2 en 1999 pour rejoindre Motors TV, qui venait juste de se créer en 2000, eh bien, nous avions créé un partenariat entre Motors TV et entre la société de production de Alain Boinard, qui s'appelle AFAVA, du nom de ses enfants, à vrai dire, des initiales de ses enfants. Et donc, j'allais toutes les semaines chez Alain Boinard pour, en quelque sorte, visionner toutes ses archives pour en tirer des documentaires. Alors, tu as peut-être pas souvenir de ça, mais au début des années 2000, à Motors TV, nous avons effectivement produit F1 73, F1 74, F1 75, F1 76, avec toutes ces images d'archives de Alain Boinard pour créer des documentaires extraordinaires sur ces saisons de Formule 1. Alors, la maison où était installé Alain, et c'était dans les Yvelines, une maison assez grande, avec un salon assez foisonnant, c'était déjà une atmosphère. J'étais toujours invité à déjeuner en compagnie à l'époque de Anne Boinard, sa femme, qui était une des deux chronométreuses officielles de la Formule 1, car à une époque, ça a été un métier. On chronométrait manuellement les Formule 1. Et donc, j'ai appris la semaine dernière que Alain nous a quittés, effectivement. Et c'est une nouvelle qui nous a rendu tous tristes. En tout cas, tous les passionnés de Formule 1 et tous les gens qui ont été dans ce milieu de la Formule 1 savaient qu'Alain Boinard a été pendant donc 3 décennies le monsieur image de la Formule 1 et celui qui a pratiquement inventé, je te l'annonce, les caméras embarquées. Voilà, donc en ce moment où nous nous parlons, je sais qu'une petite cérémonie a lieu pour l'enterrement, littéralement. Donc je m'associe évidemment à toutes ces personnes qui sont sur place et j'ai une pensée très émue pour Arthur Boinard, le fils d'Alain que je connais très très bien et évidemment à qui je pense beaucoup. Voilà pour cette introduction. Merci Guillaume. Et je te propose donc d'enchaîner avec ce qu'on a vécu ce week-end, le sport, the show must go on, bien sûr, mais là, le sport a continué, et de quelle façon? Car on avait bien appris durant ce mois de janvier que les deux Seb allaient donc bien se retrouver face à face, mais entre un champion du monde tout frais qui a déjà l'esprit peut-être tourné ailleurs et un ancien champion du monde qui était au Dakar quelques jours auparavant, honnêtement, ça s'attendait peut-être pas à un tel feu d'artifice. Comment tu l'avais anticipé quand même? À ce point-là ou tu pensais pas que c'était possible? Non, alors juste pour continuer un petit peu sur ta lancée, c'est vrai que moi aussi j'avais un petit mot à adresser à Quentin Lavallée et surtout à sa famille, puisqu'on sait que ce mécanicien de 20 ans de chez PH Sport a perdu la vie donc sur le Dakar.
dernièrement et qu'il avait été aussi proche de Sébastien Loeb justement sur quelques événements. Donc voilà, juste pour continuer les petits hommages avant de passer dans du beaucoup plus festif, un petit coucou à toute sa famille, à PH Sport aussi, à tous les gens qui ont pu le côtoyer. Bien sûr. Voilà, mais donc voilà, pour reparler de quelque chose de beaucoup plus gai, effectivement, cette première manche de la nouvelle ère WRC avec l'introduction de cet hybride, non, clairement, j'avais pas anticipé ce genre de combat, ce scénario-là. Comme je te l'avais dit il y a quelques mois maintenant, moi j'avais été un peu sceptique sur le retour de Sébastien Loeb, je vais pas le cacher. J'avais été pas déçu, mais bon, c'est les dernières prestations, on va dire, même si elles étaient d'un niveau exceptionnel, que ce soit au Dakar, en Extreme E, les manches qu'il avait pu faire en rallycross dernièrement ou en WTCC avant, bah c'est vrai qu'il manquait toujours ce petit quelque chose pour se battre vraiment à l'avant. On se demandait si c'était pas justement un peu le poids des années, hein, forcément, face à des jeunes loups aux dents très longues qui pouvaient commencer à peser. Et puis là, il a montré tout simplement que c'était un des 2 maîtres de la discipline, à la manière d'un Sébastien Ogier. Pour lequel on pourrait penser aussi que, suite à ses discours de fin d'année dernière, il revenait au Monte-Carlo, mais parce que c'était vraiment son rallye de cœur et que le WRC était définitivement derrière. Mais ils se sont montrés une vraie cure de jouvence pour eux, hein, très clairement. Ils se sont montrés dominateurs, mais à un point pas possible. Et qui aurait pu penser qu'ils puissent dominer de la tête et des épaules la concurrence. On sait que tous ces jeunes et moins jeunes, on pense notamment à Thierry Neuville, à Aude Tanak, ils attendaient qu'une chose, c'était de pouvoir prendre la relève. Mais on voit que tout simplement, s'ils sont encore là, ils sont compétitifs. Et puis quand tout le monde est à égalité, avec des voitures nouvelles pour tout le monde, des spéciales qui potentiellement sont un peu nouvelles aussi pour certains, ils dominent de la tête et des épaules, tout simplement. Ah oui, non, mais ça a été absolument incroyable. Et au niveau du scénario, ça a été pratiquement jusqu'au bout, effectivement, haletant. Alors, on va reprendre les étapes les unes après les autres. Bon, c'est vrai que dès le shakedown, quand même, hein, puisqu'on suivait ça attentivement presque heure par heure, parce que on s'est tous retrouvés jeudi en se disant, ça y est, ça commence. Et au-delà peut-être d'un pressentiment qu'on pouvait avoir, mais dès le shakedown, on a compris qu'il allait se passer quelque chose. Guillaume, franchement, ça a été pratiquement évident tout de suite. Ils ont été aux 2 premières places tout de suite et ils ont donné le ton. Hein. Ça s'est presque deviné tout de suite, dès le jeudi matin, je veux dire, en tout cas. Oui, ils ont été tout de suite devant. Sébastien Loeb faisant même le meilleur temps du premier passage dans la boucle. Donc, il restera comme étant celui qui a réalisé le meilleur temps de la première session d'essai de ces nouvelles WRC, donc c'est quelque chose qui est aussi un peu important. Et puis ils ont montré très vite dans cette séance d'essai effectivement qu'ils étaient un petit peu au-dessus du lot. Alors après, le shakedown est toujours à prendre avec des pincettes, puisqu'on savait qu'ils avaient un quota de pneus limité, que le shakedown faisait partie de ces pneus limités. Donc voilà, qui allait jouer, qui allait pas jouer, on savait pas trop, mais en tout cas dès le jeudi après-midi, dans les spéciales de nuit, voilà, là on s'est dit waouh, il y a quelque chose qui va se passer. Les 2 premiers sont largement devant. Ils se bagarrent tous les 2 parce qu'ils étaient assez proches l'un de l'autre. Et puis surtout la Ford, qu'est-ce qu'elle marche, et la Toyota de pareil quoi. Ça a été tout de suite une révélation, et on a vu que ces 2 montures allaient être aux avant-postes de tout le week-end. Ouais. Alors jeudi soir, premier acte en faveur d'Ogier. Au passage, quel bonheur de voir un début de rallye aussi dur, aussi prestigieux, aussi de nuit. Là, j'ai envie de dire, on est dans une dimension supérieure où on voit que là, il y a un défi humain, il y a un défi sportif, il y a une prise de risque. On est dans la nuit, effectivement, c'est l'évidence même, mais ça rajoute une dimension incroyable. Et tout de suite, on a des écarts entre certains ténors qui sont de 15 secondes. Enfin, c'est vrai que là, c'est tout de suite propre au Monte-Carlo, mais à chaque fois, la magie opère chaque année. Hein. Mais bon, en tout cas, Ogier prend le pouvoir le vendredi soir.
Mais Loeb est là, tout de suite. Et on se dit, mais on va l'avoir, notre duel, effectivement, des anciens, entre guillemets. Ah bah clairement, hein, clairement. Et puis oui, c'est la magie du Monte-Carlo. C'est ce qui fait que pour moi personnellement, c'est mon rallye de cœur, c'est mon rallye préféré, c'est ce qui m'a fait aimer le rallye. C'est ces images du jeudi soir, le Turini de nuit, avec tous ces fumigènes, le spectacle, l'ambiance de folie qu'il pouvait y avoir, et puis des conditions qui, même si cette année était quand même un peu assez sèche, bah, quand on se retrouve de nuit, il y a toujours des plaques un peu de givre, des parties un peu compliquées à gérer. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce rallye. Et effectivement, tu disais quelques dizaines de secondes, mais c'était même quelques minutes. Hein. Otanak, Neuville, Rowan Perra, on pensait pouvoir jouer le rôle des avant-postes, se sont retrouvés tout de suite largués, très clairement. Le jeudi soir, carrément, ils n'avaient presque plus rien à jouer, tellement ils avaient pris du retard, et les deux Seb étaient déjà loin devant. Alors, moi, j'avais toujours... Enfin, on va dire, je suis anti-Loeb ou pas, mais pas du tout. Mais je me disais, bon, il a peut-être été un tout petit peu avantagé par la position sur la route aussi. Ogier a fait les meilleurs temps. Voilà. Euh, j- J'attendais quand même un peu de voir. Et puis le lendemain, on a tout de suite vu que bah, de toute façon, ils étaient dans la bagarre tous les deux. Loeb fait, je crois, les 4 meilleurs temps sur la matinée du vendredi. Et puis on se retrouve avec une bagarre d'enfer, quoi. Ouais, c'est C'était ça. juste magnifique. Alors, le jeudi, ça avait été pour Ogier. Le Ouais. vendredi, c'est pour Loeb, incontestablement. 4 victoires, effectivement, sur les 6 spéciales. Là, je crois qu'on a tous compris qu'effectivement, le vieux allait s'accrocher et ne lâcherait jamais jusqu'au bout, ça c'est sûr. Et je te propose quand même d'enchaîner tout de suite par la journée de samedi, parce que ça, cette journée de samedi, on a pu croire quand même qu'elle avait été décisive, avec cette fameuse spéciale de 5 km avec de la glace et un revêtement hivernal, quoi. Alors, moi, ça m'a fait penser, c'est vrai que dis-moi ce que tu en penses, c'est vrai on a peut-être pu regretter que ce Monte-Carlo soit globalement sec, bon, mais non, il ne l'a pas été complètement, puisqu'on a bien eu une portion qui était complètement piégeuse. Moi, ça m'a fait penser à ces étapes du Tour de France, et je sais que tu es un cycliste averti, où c'est pas parce qu'on va mettre 4 cols dans la journée que ça va faire des méga différences. Il suffit juste parfois de mettre une arrivée à la planche des belles filles où on va avoir effectivement quelques centaines de mètres complètement dingues qui vont faire une différence. Là, il a suffi de 5 km peut-être au milieu de la spéciale qui soit complètement hors norme pour effectivement faire des différences. Moi, ça me suffit, hein, franchement. Le spectacle, il était là. On savait que c'était un rendez-vous là qui allait être crucial. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que le Monte-Carlo, même sur des conditions entre guillemets sèches, encore une fois, cette année, c'était pas sec. Tous les matins, toutes les fins de journée, les parties à l'ombre, les versants un peu moins ensoleillés, on le voyait sur les caméras embarquées. Il y avait des portions où il y avait un peu de neige, du verglas, du givre à certains endroits, ce qui rendait les choses très très compliquées, même si de prime abord, on voyait du goudron de partout. Mais pour les pilotes, pour les équipages et pour les ouvreurs, on pourra en reparler ensuite, c'était un travail de titan tout le week-end, de toute façon, avec les corrections de notes, avec tout ce qui va bien quand les conditions sont changeantes. Mais effectivement, cette partie du col de Fontbelle dans la spéciale de Sisteron-Thouars, qui là aussi, pour le coup, est une spéciale vraiment mythique, bah, c'est pas ce qui a fait la différence, mais pas loin, quoi. Et puis juste pour revenir sur la spéciale du vendredi, il y a quand même quelque chose qui est important à noter, c'est au moment de la spéciale 5, quand Loeb repasse devant et donc prend le lead du rallye, bah, il se retrouve comme étant le pilote le plus vieux ayant mené un rallye de WRC. Donc avec 47 ans, 10 mois et 26 jours, tu vois, je me suis noté ça. Donc devant Valdegarde et Anouk Nicolas, donc c'est quelque chose qui est à noter aussi. Parce que c'est un record qui prend et qui potentiellement sera un petit peu compliqué à aller chercher. Donc chose intéressante. Et puis effectivement, donc cette partie sur la glace, sur la neige, où le choix des pneus a été extrêmement important. On a vu les Hyundai qui étaient partis en slick pour le reste de la spéciale, qui était complètement sec, puisque bah, clairement, ils n'avaient que ça à jouer, hein, de toute façon, essayer d'attaquer, de faire des temps scratch, et en tout cas un peu meilleur que ce qu'ils avaient pu faire précédemment. Mais on a aussi vu Neuville qui a énormément galéré sur la partie enneigée, glacée, avec un tête à queue notamment, et puis surtout Tanak qui va faire une petite
touchette qui finalement s'avère assez importante puisqu'il perce le radiateur et puis ensuite il est obligé d'abandonner sur le routier pour pas endommager son moteur, puisque entre parenthèses cette année, une des autres problématiques du règlement, c'est qu'on n'a plus le droit qu'à 2 moteurs par saison et par pilote au lieu de 3, et donc c'est pour ça que Hyundai a préféré retirer la voiture de Tanak pour être sûr de ne pas compromettre le reste de la saison. Oui, précision importante. Alors, je reviens juste vendredi. J'ai quand même, moi, un moment que j'ai trouvé a posteriori encore plus important que ce que peut-être on l'a vu sur le moment. Mais quand Ogier perd la tête du rallye et qu'il perd ses 15 secondes 8, si je ne m'abuse, dans la dernière spéciale de la matinée, je crois que c'est ça, enfin, en tout cas la 5e. Oui. Oui. Là, il y a quand même un écart qui était inattendu et qui est pas complètement raccord, même, je dirais, avec le reste du rallye. Là, je crois qu'il peut y avoir des regrets pour Sébastien Ogier, qui n'a pas avoué de conditions particulières, si ce n'est une prudence de sa part, un peu conditionnée par ses ouvreurs. Je pense quand même que cette spéciale a eu son importance, parce que ça a vraiment ouvert la porte pour que Loeb y croit encore plus, je pense. Oui, clairement. Et puis surtout, ce qui pour moi aussi était important, c'était le nombre de voitures qu'il y avait entre les deux, pour le coup, sur cette spéciale où il y avait beaucoup de givre, où il y avait des plaques noires. Et là, je pense que la route a quand même été en s'améliorant, parce qu'on voit notamment les Alpines derrière qui ont fait des temps assez canons aussi sur cette spéciale-là et quasiment voire dans les meilleurs WRC2. Donc la route allait quand même vraiment en s'améliorant. Et je pense que ça a une grosse part à jouer dans l'écart qui a été fait entre les deux, mais ça n'enlève rien à la grosse perf qu'a fait Sébastien Loeb par rapport aux autres, de toute façon. Ouais. Mais voilà, c'était quand même à noter, et ça a montré une bonne fois pour toutes que clairement il était dans le jeu et que ça allait faire une bataille jusqu'à la fin. Voilà. On espérait qu'une seule chose, c'est que la fiabilité des deux autos puisse se tenir, puisque là la performance était clairement pas à remettre en cause. Bon, on ne va pas revenir sur toutes les spéciales, mais si on revient sur cette dernière du samedi, il y a eu cette partie un peu de poker menteur sur les pneus. Honnêtement, c'est bien joué des deux côtés. Enfin, moi, me semble-t-il, parce que Loeb est dans son rôle de tenter quelque chose, et Ogier est dans son rôle de le contrer, si j'ose dire, à son propre jeu. Je ne sais pas comment tu l'as vécu. Ah oui, clairement. Et puis je trouvais que c'était. Alors après, on ne sait pas le discours qui est fait, si c'est juste de façade ou si c'est réellement la vérité. Mais Ogier qui indique que il voulait faire le même choix que Loeb pour être sûr de se battre à armes égales et que tout se joue à la régulière et pas sur un choix pneumatique. Il s'avère aussi que ce choix était quand même assez pas flagrant, mais qui pouvait être un choix à la fois un très bon compromis, en tout cas entre la performance et la fiabilité dans la spéciale. Mais ça a été une sacrée spéciale, effectivement, et ça laissait présager une belle bagarre pour le dimanche, même si on pensait de toute façon qu'à la régulière, ça aurait été compliqué pour Loeb d'aller chercher Ogier. Oui, alors, est-ce que tu n'es pas quand même un peu comme moi? Samedi soir, 21 secondes, une d'avance pour Ogier. Sur le papier, c'est bon. Et est-ce que tu n'es pas comme moi et tu t'es pas dit, de toute façon, on te connaît, le Loeb, il ne lâchera pas. Et il continuera de mettre la pression à Ogier. Enfin, c'était évident. De toute façon, l'un comme l'autre, potentiellement, vu qu'il ne jouait pas le championnat, il pouvait y aller complètement, il pouvait être full attaque du début à la fin. Je dirais, même s'ils mettaient en jeu les points constructeurs pour Ford et Toyota respectivement, on va dire, vu tout ce qu'ils avaient pu faire par le passé, notamment Ogier chez Toyota, il lui aurait été pardonné le fait qu'il puisse faire une erreur. Pour Ford et Loeb, c'était un petit peu plus compliqué, on va dire, dans le sens, enfin plus compliqué et plus facile, dans le sens où il n'y a pas d'antériorité Ford-Loeb, mais aussi il y avait Breen qui était juste derrière, et en cas d'erreur de Loeb, de toute façon, il pouvait y avoir Breen qui récupère les miettes, on va dire. Qui aurait pu être une grosse part de gâteau si effectivement il récupérait une victoire potentielle ou une deuxième place. Mais en tout cas, oui, on a vu l'intelligence de course de Loeb. Il sait très bien, comme tout le monde, qu'en sport mécanique et a fortiori au Monte-Carlo et en rallye, rien n'est terminé jusqu'au dernier virage et tout peut se passer. Et même
après l'arrivée, on a vu des sorties de route après un point stop ou un accident sur le routier ou autre. Hein. Donc oui, il a gardé la pression, il a continué à faire des très bons temps le dimanche matin. Et voilà, on ne sait jamais. Il y a toujours potentiellement des choses à récupérer. Et là, il s'avère que cette fois-ci, c'est tombé de son côté plutôt que du côté d'Ogier. C'est vrai que si on peut penser que le destin, depuis 3 jours, était en train de nous écrire une histoire peut-être encore plus belle du côté de Loeb que du côté d'Ogier, bah oui, le destin, c'est ce qu'a dit Ogier, le destin a penché en faveur de Loeb. Donc, quand tu as vu comme moi qu'il y avait au dernier split 17 secondes 7 d'écart entre Loeb et Ogier, là c'est vrai qu'on a compris qu'il y avait quelque chose. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout de suite vu. Moi, j'ai pas tout de suite vu qu'il y avait des lambeaux de pneus un peu qui partaient. Mais disons qu'il y a eu ce coup du sort, littéralement. Il y a eu ce coup du sort qui en est un sans en être un, parce que honnêtement et de manière complètement transparente, quand j'ai regardé la spéciale en direct, il y a un moment où ça tape fort quand même. Quand Ogier prend une corde et on voit qu'il y a une plaque, alors j'ai pas vu le ralenti et j'ai pas refait un replay non plus, mais on voit qu'il y a une plaque, je sais pas si c'est de télécom ou d'égout ou quoi, mais une plaque métallique dans une corde à gauche, où là, on voit que ça tape fort. Alors ça crève pas tout de suite. Il y a une deuxième corde qui est 100-200 mètres plus loin, qui est aussi assez profonde et dans laquelle il va très franchement. Et puis après, oui, petit à petit, une sorte de crevaison lente avec le pneu qui se déchiquette, et on le voit que à la fin où ça commence à glisser vraiment de l'avant, à complètement se virer avec les lambeaux qui partent et avec le temps, hein, très clairement, où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais bon, je dirais que voilà, la crevaison, elle n'est pas non plus complètement fortuite. Non, je crois que tu as raison. Mais ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, on ne peut que se dire, bon, bah, ça y est, c'est fini de nouveau, dans l'autre sens. Bah non, mine de rien, il y a bien eu 10 secondes d'écart quasiment à la dernière Power Stage. C'est incroyable. Ça a été de la folie jusqu'au bout. Qui aurait pu croire que sur une spéciale de 14 km comme la Power Stage, Ogier puisse récupérer 9 secondes à un lob qui, de toute façon, en plus, allait continuer d'attaquer parce qu'il savait très bien que, oui, normalement, c'est pas récupérable, mais on ne sait jamais. Et là, il va chercher 9 secondes. T'imagines, s'il n'y avait pas eu ce départ volé, malheureusement, ça se finissait à 5 dixièmes. Donc, pour moi, tout simplement, ils ont montré, ils ont clos complètement les débats. Aujourd'hui, on ne peut pas chercher à se dire, toutes les questions, qui est le meilleur, Loeb, Ogier, avec n'importe quel argumentaire que tu peux avoir, pour moi, c'est égalité. C'est impossible aujourd'hui de les départager, et je pense que même dans le futur, ce sera impossible de les départager. Loeb, avec cette victoire, revient à 8 victoires au Monte-Carlo. Il égale Ogier. Certes, il a un titre de plus, mais Ogier l'a fait avec plusieurs constructeurs différents. Bref. Aujourd'hui, pour moi, c'est les deux maîtres du rallye, incontestables, incontestés, et ça le restera pendant très très longtemps. Et c'est même plus la peine d'essayer de les départager. Ils sont juste à égalité, c'est tout. Et il faut juste se délecter de ça. Et encore une fois, si je ressors ma pétition, c'est vrai que moi, mais qu'est-ce que j'adorerais qu'il puisse faire la saison complète. Je dirais, il faut appeler David Richards, lui dire, mais le Dakar, ça peut attendre. Chez Toyota, Le Mans, ça peut attendre aussi pour Sébastien Ogier. Il peut attendre une année de plus. Mais qu'est-ce qu'on aimerait avoir cette bagarre sur la saison complète. Alors, s'il vous plaît, messieurs de chez Red Bull, essayez de faire en sorte justement que vos deux petits poulains puissent se battre, nous offrent un championnat d'enfer. J'y crois pas, hein, encore une fois, mais ce serait tellement, tellement beau. Ah oui. Non, mais on a assisté à une bataille de deux légendes qui sont d'évidence les deux meilleurs pilotes de l'histoire du rallye. Et voilà. Et qui nous offrent un récital un peu qu'on croyait un récital d'adieu, mais qui pourrait déboucher sur d'autres affrontements. Enfin, on l'espère. Mais effectivement, ça nous a laissé à la fois dans une sorte de moment magique où l'histoire du rallye s'est concentrée sous nos yeux là pendant 4 jours, effectivement, et d'interrogations un petit peu sur l'avenir, où il y a effectivement beaucoup d'amertume peut-être, parce que si je suis sur ce que tu viens de dire et si je me projette dans un mois au départ du rallye de Suède, mais
on va se retrouver dans un monde dépeuplé, quoi. Ça va nous faire une impression de gueule de bois, hein. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là. Ah bah, c'est sûr, on va voir, on va attendre déjà mercredi pour voir la clôture des inscriptions du Rallye de Suède en espérant avoir des belles surprises. Mais oui, effectivement, enfin, quelle claque mise à tous les autres. Alors on sait que c'est un rallye qui est un peu particulier, le Monte-Carlo, c'est un peu leur rallye aussi. Ils avaient gagné à eux deux 14 des 16 dernières éditions. Bon, on peut mettre ça un peu en avant, mais n'empêche que quand on est chez, je sais pas, enfin, on peut difficilement se mettre dans la tête d'un Evans, par exemple, d'un Rovan Perra ou d'un Neuville, Tanak aussi, mais ils étaient loin, à part Alfyn Evans, mais qui a poussé très très fort pour pouvoir les suivre et voir un peu trop fort. Voilà. Mais oui, enfin, qu'est-ce qu'on peut se dire quand on a ce gap par rapport aux deux références qu'ils sont? C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Et en tout cas, c'est vrai que la bagarre risque d'être belle parce que derrière, si on enlève ces deux extraterrestres, la bagarre aurait pu être extrêmement intéressante aussi. Mais n'empêche qu'on s'est focalisé à forte raison sur cette bagarre-là et on a hâte de pouvoir espérer d'autres joutes comme celle-ci. Oh que oui. Alors écoute, dans la série aussi, des choses à noter. Bon, donc 80e victoire de Sébastien Loeb dans sa carrière. La première, enfin, qui ne soit pas sur une Citroën. Et oui, après tout, bon, il l'aura fait. On ne pourra pas lui reprocher d'avoir un jour changé de baquet et d'avoir quand même réussi à gagner. Donc bravo. Tu l'as dit, on le sait, 47 ans, 10 mois, 28 jours, il est officiellement le pilote le plus vieux à avoir gagné. Et Autre record, celui de la plus grande durée entre le premier jour où il a pris la tête d'un rallye et le dernier jour de la tête de ce rallye. Alors, peut-être qu'il va étendre ce record, encore une fois, mais en tout cas, 20 ans et 5 jours depuis le Monte-Carlo 2002, ses premiers exploits sur la Citroën Xara, où malheureusement, il aurait pu remporter son premier rallye, mais ça a été, on le sait, déclassé sur tapis vert au profit de Tommi Mäkinen. Mais en tout cas, voilà, 80e victoire en 20 ans. Voilà, donc c'est ça, 20 ans, tu as raison. Moi, j'avais noté déjà 10 ans après le dernier titre, ce qui était déjà pas mal, et 9 ans après la dernière victoire au Monte-Carlo. Enfin, là aussi, on parle en décennies, là, c'est incroyable. Et dans l'histoire, ils sont à jamais ensemble, puisque, encore une fois, donc Loeb égalise le nombre de victoires au Monte-Carlo de Sébastien Ogier. Ça ne fera pas 9-7, ça fait bien 8-8, donc c'est absolument incroyable. Et puis, alors, pardon, faut que tu me parles d'Isabelle Galmiche. Enfin, attends, c'est génial aussi cette histoire. Cette dame, c'est le terme qui me vient un peu à l'esprit, parce qu'elle est, bon, je suis plus vieux qu'elle, mais bon, elle est pas toute jeune non plus, si je puis me permettre. Mais il y a un sourire, il y a une spontanéité qu'elle nous a affichée, et puis il fallait être pro, hein, ça, c'est pas toi qui va nous contredire. Enfin, là, c'est vrai que cette prof de maths qu'on a tous découvert, qui n'est pas la première à monter sur un podium en tant que femme. Alors, c'est vrai que moi, je m'en souvenais, la dernière fois, tu te souviens, c'est Ilka Minor. Et moi, je m'en souviens bien d'Ilka Minor, effectivement, parce que c'était à l'époque où on retransmettait sur Motors TV et avec Evgeny Novikov, elle était montée sur le podium en Italie en 2012. Bon, bref. Isabelle Galmiche, moi honnêtement, ça nous a aussi offert, on parlera de Benjamin Veillas après, mais ça nous a offert une belle bouffée d'air frais. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Il y a eu des grands moments de fraîcheur pendant ce rallye. Donc Isabelle Galmiche, une grande dame du rallye, ça c'est clair, même si elle n'était pas forcément très très connue du grand public, elle a œuvré déjà quelques fois en WRC, mais surtout en championnat de France et de nombreuses fois aux côtés de Sébastien Loeb sur des séances d'essai et autres. Donc on connaît son professionnalisme. Donc prof de maths qui retourne à l'école aujourd'hui ou demain, je ne sais pas selon son planning, mais en tout cas, oui, une fraîcheur, une joie tout simplement d'être dans cette voiture aux côtés de Sébastien. On l'a vu sur le podium également pendant les échanges radio qu'il pouvait y avoir à la fin des spéciales, puisque il coupait pas. Loeb s'en est amusé effectivement en disant que c'était pour donner un peu de grain à moudre aux journalistes, mais qu'est-ce que c'était sympa d'entendre ces échanges qu'il pouvait y avoir à la radio entre les deux, sans langue de bois, sans rien, c'était juste magnifique. Et donc effectivement 10 ans depuis le dernier podium et puis la dernière victoire d'une femme en rallye WRC, donc en tant que copilote, c'était Fabrizia Pons en 97.
avec Piero Latti sur la Subaru, là encore au Monte-Carlo. Donc voilà, ça fait quand même quelques années également que c'est arrivé. Donc une belle bouffée d'air frais avec cette touche féminine sur le podium. Et puis aussi, moi, ce qui m'a fait extrêmement plaisir, et j'aurais jamais parié un seul euro dessus, c'est le temps scratch de Gus Greensmith. Oui, oui. Le premier jour, et quand il éclate de joie dans sa voiture, c'est un vrai gamin, un enfant, mais qui, comme s'il avait découvert la dernière PlayStation ou son dernier iPhone au pied du sapin, mais juste magnifique, et la réaction de son père à l'assistance aussi. Bon, ça montre aussi que cette Ford Puma que tu as derrière toi, avec cette très très belle photo de notre fidèle auditeur, spectateur, Gogo. Voilà, donc, ouais, cette Ford Puma est très très bien née, et en tout cas cette spontanéité de Greensmith, je vous invite à aller voir sur les réseaux et sur YouTube quand il explose de joie, mais c'est juste magique. Ouais, non, mais il nous fait un super rallye, Gus Greensmith. Là, on peut Ouais. vraiment rien lui reprocher, hein, parce que 5e à l'arrivée, une victoire de spécial, et puis une solidité enfin une constance, j'ai envie de dire, sur tout le rallye, qui était vraiment très notable. Alors, si on fait juste un dernier mot sur les copilotes, donc Benjamin Veillas était aux côtés de Sébastien Ogier. Ce matin, j'ai lu dans l'équipe que Sébastien dit tout n'a pas été parfait, mais honnêtement, super boulot. Il a vraiment bien pris le relais. Moi, j'ai le sentiment que il a été au niveau, quoi, hein. Ah bah oui, de toute façon, c'est des grands professionnels, hein, comme Isabelle Galmiche, c'était pas sa première. Ils ont l'habitude d'être l'un à côté de l'autre aussi, Benjamin et Sébastien Ogier. Ils ont leurs automatismes. Alors en course, après, bah forcément, il y a des points à régler. On a entendu aussi Loeb qui disait que parfois Isabelle était un peu en avance, un peu trop en retard sur la fin des spéciales. Bah, chez Toyota et chez Ogier et Ingracia, non, justement, Veillas, c'était un peu la même chose. Il y a des petits automatismes à prendre. On a vu l'année dernière Neuville, Vidague aussi, qui ont mis quelques spéciales, quelques jours à se caler bien comme il faut. Mais derrière, tout est en place, et ça reste des très très grands professionnels. Donc il n'y a aucun doute sur l'alchimie qui existe et qui va continuer d'exercer. Ouais. Et au passage, signalons, mais c'était quasiment écrit, tu seras d'accord avec moi, que si Julien Ingracia a été pendant 15 ans le meilleur copilote du monde, et tous ses pairs en conviendront, évidemment, il est devenu instantanément un super consultant. Ça, je crois qu'on n'en doutait pas. Oui, mais ça, tu vois, je me le suis noté aussi, c'était de faire un hommage, un grand merci aux équipes de Canal+. On a vécu un rallye, pour ceux qui ont la chance, malheureusement, la chance, hein, j'allais dire, d'avoir cette possibilité de regarder sur les antennes de Canal+, l'intégralité du rallye, et même entre les spéciales, il y avait justement les interventions de Julien Ingracia, de Nicolas Siamin, d'autres spécialistes qui ont été juste magiques, hein, pour démocratiser et expliquer tout ce qui était nouveau, notamment toute cette partie boost et hybride qui est assez complexe à comprendre. Mais en tout cas, ça a été magnifique, et pour le coup, Nicolas Siamin, on aurait préféré l'avoir dans une voiture, et j'espère vraiment qu'il va pouvoir avoir une belle saison 2022 et montrer qu'il est aussi capable d'être très très bon derrière le volant et pas seulement derrière le micro. Ouais, on est d'accord. Bon, alors, je te propose encore de passer en revue quelques hommes avant de conclure sur la technique, peut-être. Alors, un mot sur Adrien Fourmeau, qui, j'ai quand même le sentiment, pouvait nous écrire une histoire française encore plus belle. Là, on se contentait déjà du duel entre les deux Seb, ça c'est sûr. Mais derrière les deux Seb, perçait Adrien, et je pense qu'on a tous eu cette impression qu'il y avait un coup à jouer, qu'il avait les moyens de se mettre derrière, quoi, dans l'ombre des deux géants, mais derrière, quoi. Et alors, tu parles d'images spectaculaires, là, les images prises par les spectateurs là, sur la butte, où on le voit, la voiture littéralement sauter dans le ravin à l'envers. Bon, ça, bon, même au cinéma, on se dirait non, là, c'est trop, quoi. Enfin, c'est dingue. Bon, il y a des regrets à la fois, c'est ça que j'ai envie de te dire. Il y a des regrets, puis en même temps une super promesse d'avenir peut-être pour Adrien Fourmeau. C'est vrai que ça s'est terminé un peu trop vite. On est resté un petit peu sur notre faim, parce que les deux premières spéciales du jeudi ont été excellentes, la première du vendredi aussi. Et puis sur cette quatrième spéciale où il part très très fort, il était en avance même avant le premier split.
Ben, ça laisse des regrets parce que c'est vrai que c'est une erreur qui arrive vite, c'est une erreur de note sur un virage qui était beaucoup trop ambitieux, on va dire, par rapport à la réalité. Et on peut se dire, avec Dessy, que ça aurait pu faire un podium 100% français avec une troisième place de Fourmeau. Bon, le rallye était encore extrêmement long, il restait 13 spéciales derrière, des morceaux de bravoure qu'on a pu le voir sur la neige et autres. Donc au final, on ne sait pas trop ce que ça aurait pu donner, mais en tout cas, vu la performance de la Puma et des autres pilotes qui ont tous commis quelques fautes, eh ben, on peut avoir des regrets, effectivement. Je pense que lui aussi peut en avoir. Parce que ça aurait pu lui permettre de faire un très bon début de saison, de se positionner chez M-Sport. Et là, on a plutôt l'impression que bah, malheureusement, peut-être pas qu'il va être remis dans la balance, mais en tout cas, il faut très très vite qu'il se ressaisisse. On l'a dit, Gus Greensmith, lui, pour le coup, a fait un rallye très très solide et extrêmement intéressant. Donc à voir sur le prochain rallye, mais malheureusement, il a grillé un joker et j'ai peur qu'il n'en ait pas beaucoup de plus. Ouais. Surtout si on a un lob qui peut être potentiellement repositionné sur certains rallyes. La chose aussi, c'est qu'en ce début de nouvelle ère des WRC, bah, les châssis, les coques sont un peu comptés, les équipements aussi sont pas illimités, et le fait de détruire une voiture comme celle-ci, bah, ça coûte très très cher en tout cas à M-Sport, à la fois bah, financièrement, ça c'est sûr, mais aussi en termes de matériel. Voilà, il faut du temps pour reconstruire les voitures. Donc heureusement le prochain rallye n'est pas tout de suite, mais c'est quelque chose qui en tout cas va peser dans le panier d'Adrien pendant quelques temps. Eh oui. Et pour conclure chez Ford, bah écoute, Breen, voilà, pareil, il y a un peu un double conclusion. Effectivement, bah, il est largué par rapport à son vieux coéquipier qui vient faire une pige. Oui. Donc là, c'est sûr qu'au niveau du moral, ça peut peut-être quand même faire mal. Mais si on part du principe qu'il l'a joué un peu intelligent, ou en tout cas sage, sa troisième place, elle vaut de l'or. Mais oui. Ah bah, de toute façon, c'est clair que en termes de place lui au championnat, je pense qu'il avait une approche vraiment sécuritaire, effectivement, parce que ça fait très longtemps qu'il n'avait pas roulé. C'est sa première saison complète en WRC. Pour le coup, il faut qu'il soit intelligent et justement qu'il capitalise, surtout sur un rallye comme celui-ci qui est aussi compliqué. Je pense qu'il a vraiment une approche sage, et puis d'autant plus voyant Loeb qui se battait aux avant-postes, peut-être que Malcolm Wilson lui a dit aussi, attention, toi tu fais toute la saison, ce serait bien si tu pouvais nous assurer quelques gros points en cas de pépin à l'avant du peloton. Et il a été tout simplement très très intelligent. Il n'a pas attaqué outre mesure, il a pris la mesure justement de la voiture petit à petit. Et puis au final, avec les aléas de la course, eh ben, il fait une très très belle troisième place. Le premier de ceux qui vont normalement jouer le championnat complet. Alors il n'est pas en tête du championnat, parce que Rovanperä marque les 5 points de la Power Stage et lui passe devant pour 2 points, voilà. Mais bon, c'est vrai que si on fait un petit point championnat, si on enlève les deux Seb qui normalement ne font pas le championnat complet, on se retrouve avec Rovanperä qui est en tête avec 17 points et Neuville qui est troisième à 11 points, donc, et Greensmith à 10 points. Donc c'est quand même encore assez serré. Oui, donc, même Evans, à la rigueur, peut se dire qu'il n'a que 13 points de retard sur Rovanperä, parce qu'Evans a quand même marqué 4 points dans la Power Stage. Oui. C'est vraiment limitation de dégâts maximale. Ouais, et après tout, il peut se dire qu'il n'a que 13 points de retard sur Rovanperä. Et à la rigueur, Fourmeau peut se dire qu'il n'a que 4 points de retard sur Evans. Oui, voilà, c'est des pilotes. Evans, on va dire que c'est un demi-joker qu'il a grillé. Et par contre, Fourmeau, alors, on n'aurait pas forcément misé sur lui, sur le championnat, mais surtout Tanak. Lui, c'est clairement un joker complet qu'il a grillé. Et donc là, malheureusement, il va falloir qu'il se remette dedans. Et décidément, le Monte-Carlo, ça ne lui réussit pas. Bah oui, alors c'est sûr que si on enchaîne chez Hyundai, bon, alors là, oui, là, ce qui m'a marqué, tu vois, c'est à l'arrivée de la Power Stage, bah, c'est la réaction de Thierry Neuville, qui est au bord des larmes. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vis. Et qui effectivement là laisse un peu évacuer sa frustration et n'arrive pas même à réagir correctement.
y aligner une phrase, quoi. Il est littéralement effondré. Et effectivement, ça a été 4 jours de galère. Enfin, on a le sentiment que la Hyundai, effectivement, est pas très bien née et qu'effectivement, ils ont plein de soucis et qu'ils sont pas au niveau et que là, ça c'est parti, très mal parti pour cette année. Alors, toi qui as regardé un peu sur la RTBF, je crois, le rallye, non? Je sais pas s'il y avait des commentaires spécifiques par rapport à cette détresse un peu exprimée par Thierry. Oui, j'ai suivi quelques reportages et quelques interviews. Alors après, enfin justement, pour revenir sur Hyundai, moi j'en avais parlé avec des connaissances là, juste avant le rallye, et c'est vrai que je leur avais dit que je pensais que Hyundai aurait un temps de retard, très clairement par rapport aux autres. Ford, un peu à la manière de ce qu'a fait Volkswagen avant d'arriver avec la Polo, ils ont complètement laissé tomber l'année dernière le développement en essayant plutôt de développer les pilotes, de leur demander de prendre de l'expérience et autres, mais pas faire de développement sur la voiture. Ça a été les premiers à faire rouler cette nouvelle hybride en mars de l'année dernière. Donc ça fait qu'ils ont quand même fait énormément de kilomètres et de développement. On sait aussi qu'ils ont eu pas mal d'appui de la part de Ford Performance aux États-Unis. Donc, et puis on sait qu'ils sont toujours très bien placés quand il y a des nouvelles voitures qui arrivent. Donc je pensais très clairement que Ford allait être pas mal du tout. Toyota, même s'ils restent beaucoup plus discrets, ils ont fait plus de 3300 km d'essais, ils ont enchaîné entre les différents pilotes, ils ont des capacités de développement qui sont un peu plus importantes avec des pilotes qui ont pris le volant, dont la réputation n'est plus à faire. Mais Hyundai, il y a eu cette confirmation de l'engagement un petit peu tardif sur cette nouvelle réglementation. Après, il y a eu l'intersaison qui a été très très compliquée, on va dire politiquement, avec le départ extrêmement surprise d'Andrea Adamo. Aujourd'hui, au Monte-Carlo, on se retrouve avec un Julien Moncey qui est team manager, mais soi-disant pas à temps partiel, mais j'ai perdu le mot. Un peu en intérim. Temporairement, voilà, en intérim, exactement, c'est le mot que je cherchais, en intérim. Et puis on a l'arrivée de Christian Loriot en fin d'année dernière qui apparemment a remis pas mal de choses en cause des choix techniques qui avaient pu être faits auparavant. Donc ils sont arrivés très très tardivement avec les voitures dans leur version, on va dire, un peu finale. En plus, on s'en rappelle, le crash de Neuville en essai sur la voiture qui devait servir de voiture d'homologation, qui les prive de journées d'essai à la suite qui était extrêmement importante. Enfin, voilà, ils sont arrivés, on va dire, en ayant travaillé jour et nuit pendant plusieurs semaines sur fin décembre, début janvier, pour pouvoir avoir des voitures prêtes, justement, et en n'ayant pas forcément pu réaliser tous les essais, notamment de fiabilité, qui pouvaient avoir lieu. Alors certes, c'était les seuls à avoir fait un rallye de simulation, mais voilà, clairement, il manquait de performance. Et quand on voit dès le jeudi soir, première spéciale, la première Hyundai, c'est Neuville qui est 7e. Deuxième spéciale, la première Hyundai, elle est que 6e. Voilà, on savait que ça allait être compliqué, et ça l'a été tout au long du week-end. Et au final, ils réalisent qu'un seul meilleur temps chez Hyundai, c'est Neuville dans la spéciale 15, qui est le premier passage dans la Power Stage. Et on sait pour le coup que quand il n'y a rien à jouer, comme c'était le cas à ce moment-là, tout le monde lève un peu le pied, corrige les notes, sauvegarde les pneus. Et voilà, on peut même se demander s'il y avait eu une bagarre devant, s'il aurait gagné ce meilleur temps. Donc il y a énormément de travail. Et je pense que le débriefing qui va certainement avoir lieu à Alzeno demain ou après-demain risque d'être assez long, avec de nombreux points à travailler. Et on ne parle même pas de Solberg, qui a vécu un calvaire de bout en bout. Le pauvre, effectivement, bon, il n'a pas été aidé avec la fumée, les problèmes d'intercom. Enfin, on ne sentait pas non plus en mesure de faire de grandes choses. Hein. Non, c'est sûr. Alors, Solberg, et à la manière un peu de Rowan Perra aussi, en début de rallye, j'ai l'impression qu'ils ont eu, on va dire, les petits jeunes ont eu beaucoup de mal à s'adapter à ces nouvelles voitures, à cette nouvelle technologie, ce qui était un petit peu étonnant. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait plus les différentiels pilotés aussi qui remettent en cause la manière un peu d'appréhender la voiture, chose sur lesquelles étaient un petit peu plus habitués, en tout cas les anciens, on va dire. Donc, bon, à voir sur les prochains rallyes. Ça reste un seul rallye sur 13. Voilà. On va pas tirer de conclusions trop hâtives. On a 2 extraterrestres qui ont survolé tout ça, et puis voilà, on va voir au prochain rallye. Non, mais attends, moi je suis le premier à dire qu'Evans, ok, il a un peu craqué, mais il a été exceptionnel.
dans le sens où, je veux dire, il a été le seul à vraiment s'accrocher aux deux monstres. Donc, il mérite quand même une petite médaille à ce niveau-là. Rovanperä, moi, m'a quand même un peu épaté. Enfin, j'ai effectivement largué complètement pendant 2 jours, et puis les 2 derniers jours, libéré peut-être de quelques pressions, je ne sais pas quoi, il a été quand même assez pas mal. Moi, j'ai bien aimé qu'il soit aux avant-postes. Bon, bah écoute, tant mieux. Tanak, tu l'as dit, c'est 0. Neuville, il sauve une misérable 6e place. Bon, ok. Alors, puisque tu as évoqué ces nouvelles, après on va parler du WRC2, de ces voitures hybrides, alors, est-ce que tu as un petit bilan là, de première à nous faire? Bon, on a tous été épatés, même à la télé, de voir ces voitures démarrer comme des fusées à chaque départ. Bon, bah ça, ok. Après, moi, j'aime bien le look de la Toyota avec les prises d'air sur le côté, là, qui lui donne un petit côté un peu agressif. Ça, c'est pas mal. J'aime bien les ailerons arrière qui sont assez imposants. Maintenant, bon, est-ce que toi, spécialiste, ingénieur que tu es, tu as vu tout de suite des choses qui changent vraiment et qui t'ont plu, moins est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Alors déjà, tu connais ma passion pour l'extérieur des voitures, le look et et les décos qui sont extrêmement importantes pour moi, je trouve. Mais c'est vrai que j'étais un peu dubitatif sur le look de ces nouvelles voitures, sur le design, mais force est de constater que les 3 sont juste magnifiques. Je les trouve vraiment, vraiment belles. Et en tout cas très très bien fini en termes d'aéro aussi, qui a été énormément simplifié, mais qui reste, ça reste des vraies balles, des vraies fusées. Effectivement, avec ces grosses ouïes sur les côtés qui permettent de refroidir les unités hybrides qui ont été implantées donc juste derrière le siège des pilotes et des copilotes. Donc, ce qui impose de revoir aussi un peu le positionnement des roues de secours. Qui sont beaucoup plus originales qu'avant, notamment pour la 2e roue de secours. On a pu voir des solutions un peu originales et osées. Les casques qui avant étaient derrière se retrouvent juste devant le copilote, notamment chez Hyundai. Donc pour le coup, une position du copilote qui est beaucoup moins confortable pour eux, puisqu'ils se retrouvent plus haut, plus en avant. Donc pour le centrage des masses, ça a un impact aussi qui est assez important, d'autant que cette nouvelle unité hybride, elle pèse quand même 87 kg et elle est positionnée vraiment, on va dire, assez haut dans la voiture. Donc ça a clairement, en plus de l'embonpoint que ça apporte, un effet sur le comportement dynamique de la voiture. Donc c'est des choses à prendre en compte, notamment au niveau des pneus. On sait aussi que Pirelli a travaillé sur des nouvelles structures de pneus pour essayer de les renforcer un petit peu. Donc voilà, et puis quelques chiffres. Donc ces données hybrides, cette nouvelle batterie hybride, donc je vous l'ai dit, c'est 87 kg de plus, c'est 100 kW sur les boosts, donc ce qui équivaut à 134 chevaux, 180 Nm de couple qui peuvent être apportés donc à différents moments de la spéciale. Mais quand on voit la petite échelle, la boost, qui se mettait au maximum, donc là tu vois, je reprends une figure un peu de novice. Là, il faut comprendre qu'à ce moment-là, si ça va au bout, il a 134 chevaux de plus. C'est ça, en fait, c'est de l'instantané. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le boost est activé, puisqu'il est activé automatiquement, ce n'est pas le pilote qui appuie sur un bouton, c'est automatiquement à la réaccélération après une phase de décélération dans laquelle le pilote aura eu suffisamment de temps pour recharger cette partie de boost. Le fameux régénération, la fameuse génération. Oui. Exactement. Donc en fait, la batterie va se recharger grâce au freinage et à l'énergie emmagasinée pendant ce freinage qui, à la manière d'une dynamo sur un vélo classique, va recharger cette jauge justement. Et ben pendant un certain temps, à la réaccélération, le pilote va avoir ce surplus de puissance. Et ce surplus de puissance, il est, on va dire, contrôlé par la cartographie moteur qui a été conçue par les équipes en amont. Donc il y a 3 cartographies différentes qui sont disponibles au pilote au départ de chaque spéciale. Donc au départ de chaque spéciale, le pilote choisit carto 1, 2, 3 en fonction du niveau de boost et de régénération. Ces cartographies ayant déjà été déterminées par les équipes.
c'est ça, c'est déterminé par les équipes, c'est homologué et le pilote choisit au départ de la spéciale. Il n'a pas le droit de changer pendant la spéciale, c'est pas possible. Et donc, on va avoir des cartos donc puissance faible, moyenne et forte, où là, ça va jouer à la fois sur la décélération et l'accélération. C'est-à-dire que si on a une carto puissance forte, et ben sur les phases de freinage, on va énormément récupérer d'énergie, donc ce qui va avoir un impact sur un frein, par exemple, enfin, un frein moteur, oui, qui sera plus important. Là, on va moins solliciter les freins, mais la voiture va beaucoup plus freiner. Et ensuite, sur la phase de réaccélération, on va apporter un boost beaucoup plus fort. La condition étant que cette puissance, forcément, pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle puisse passer à la route. Donc, il faut qu'on puisse la répercuter sur les pneus et sur le tarmac. Donc, par exemple, sur une spéciale enneigée ou glacée, ça ne sert à rien d'avoir cette puissance-là, parce que sinon, on va patiner et au contraire, on ne va pas avancer par rapport au... Oui, mais là, tu l'auras quand même le boost. Oui, c'est là où est la problématique. Donc là, il faut prendre la cartographie la moins embêtante dans ces conditions-là. C'est ça, effectivement. Mais tu as quand même du boost. Mais on a quand même du boost. Alors après, sachant que ce boost, il est actif uniquement quand on appuie sur l'accélérateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va relâcher ou appuyer sur le frein, ce boost-là va être annulé. Oui, et donc, typiquement, c'est le cas en départ spécial. C'est-à-dire qu'en départ spécial, ils ont le droit à 1000 kJ pendant 10 secondes maxi. Et donc, si au cours de ces 10 secondes, ils relâchent la pédale d'accélérateur un tant soit peu ou qu'ils freinent, cette séquence de 10 secondes est annulée, est terminée. C'est arrivé de toute façon, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des départs où il y avait tout de suite un virage serré, donc ça ne pouvait pas accélérer pendant 10 secondes, ça, quoi qu'il arrive. Ouais. Bien sûr, c'est exactement ça, mais c'est le principe. Et c'est la même chose quand on sort d'un virage. Donc, c'est-à-dire que si par exemple on veut annuler un petit peu le boost, on va accélérer, relâcher, réaccélérer, et là, sur la deuxième phase d'accélération, on n'aura plus le boost, mais on aura perdu cette séquence de boost et on sera obligé d'attendre la prochaine phase de régénération pour l'utiliser. Donc c'est un petit peu complexe. Il y a des... Ça risque de poser des gros maux de tête, on va dire, parce qu'on peut imaginer énormément de choses, de stratégies avec ces phases de boost. Notamment, on en discutait tout à l'heure, mais d'étudier virage par virage et séquence par séquence. À quel endroit est-ce qu'il vaut mieux faire un gros freinage pour avoir un boost maximum sur la ligne droite suivante? Voilà, c'est peut-être des choses qui vont entrer en compte dans le futur, dans les notes des pilotes. Aujourd'hui, ils ne se sont pas encore trop cassés la tête à ce niveau-là. Ils ont tous dit que leurs notes n'avaient pas changé et autres. Mais on peut imaginer que dans le futur, que les caméras embarquées soient encore plus importantes, que les données embarquées aussi pendant les reconnaissances soient encore plus importantes, pour pouvoir potentiellement découper les spéciales virage par virage ou ligne droite par ligne droite, pour être le plus efficace possible avec cette règle de boost, ce qui est un petit peu dommage, mais bon. En tout cas, si on avait cru que ça allait être le pouvoir maintenant pris par une nouvelle génération de pilotes plus jeunes, plus technologiques, entre guillemets, non, en tout cas, puisque c'est bien un glorieux ancien qui a gagné et qui a découvert le système au tout dernier moment. Tout à fait. Alors après, c'est aussi eux qui ont peut-être plus l'habitude de gérer ces aléas de puissance et ces variations aussi dans la puissance, parce que à l'instar d'un Loeb qui, dans une interview, dit c'est quand on n'a pas le boost qu'on se rend compte de ce que ça apporte. Voilà, il faut arriver à anticiper et en tout cas à s'adapter au fait qu'on l'est, on l'est pas, comment est-ce qu'on réagit, voilà. Bon, en tout cas, merci pour cet éclairage technique, mon cher Guillaume. Nous t'attendions impatiemment sur ce terrain-là, mais bon, on va dire qu'au niveau du commentaire pur, qui est mon métier à la base, évidemment, j'ai pas été pollué par ces données techniques du système hybride. J'ai pas vu des voitures qui se sont arrêtées soudainement parce qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là. Non, ça marchait bien et puis globalement, on a eu un fabuleux spectacle. Donc, l'essence a été préservée. Un petit mot sur WRC2 parce que tu auras été très content, j'imagine, de voir que ton ami Andreas Mikkelsen avait de nouveau surnagé et avait réussi à vaincre l'adversité. Donc, il est toujours phénoménal. On a l'impression que c'est toujours lui quand même la tête d'affiche du WRC2 et le meilleur. J'ai quand même eu le sentiment qu'il y a eu une malédiction française là pour le coup, parce que nos trois Camilly,
Lefebvre, Rossel, ils n'ont pas été épargnés par les ennuis. Hein. Non, 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 c'est sûr. Effectivement, Andreas Mikkelsen qui remporte cette catégorie WRC2. Un peu plus une course à Rallye 2. Rallye 2, oui, pardon. Un peu plus un peu plus course à élimination cette fois, puisque comme tu l'as très très bien mentionné, Camille était aux avant-postes et a fait une belle sortie de route, on va dire, le vendredi matin, donc avec la voiture de Saint-Éloque, hein, puisque tu sais que c'est une équipe qui me tient un petit peu à cœur, régionale de Saint-Étienne. Et puis derrière, une relève très bien prise par Stéphane Lefebvre. Pour le coup sur l'équipe belge DG Sport, et puis malheureusement une sortie de route qui fait là aussi qu'il perd énormément de temps et est même obligé d'abandonner. Et puis Johan Rossel, tu vois, typiquement j'avais prévu la petite miniature donc de Johan Rossel dans l'équipe Saint-Éloque de l'année dernière, pour faire aussi un petit coucou à notre fidèle auditeur, ton ami Didier Clément, qui œuvrait justement sur ces autos pendant le week-end. Donc c'est vrai que ça a été un week-end compliqué pour Citroën. Les C3 ont été performantes, mais en termes en tout cas de fiabilité, de pilotage, on va dire, parce que sur la voiture, il n'y a pas eu énormément de problèmes, mais de stabilité des équipages, ça a été compliqué, et ça a été un rallye pour le coup à élimination, comme je l'ai dit. Oui. Avec Mikkelsen qui se positionne très bien pour le championnat. Une belle victoire scratch, un beau scratch en tout cas de Johan Rossel justement sur la Power Stage, donc qui lui permet de prendre 3 points. Et de rester, on va dire, dans la course au championnat. Hein, puisque c'est quoi qui lui est arrivé à Rossel, là, sa pénalité alors par rapport à ses ouvreurs, hein, alors, je ne sais pas si elle a été conservée jusqu'à la fin. Il me semble qu'elle a été annulée, mais c'était 30 minutes de pénalité qui avaient été infligées, puisqu'il y avait eu un aller-retour, je crois, sur une spéciale donc, de reconnaissance. Sur la partie de fin de spéciale, en tout cas du rallye pour les ouvreurs. Je ne sais pas exactement ce qui s'était passé, mais en tout cas, si je regarde le classement, là, les 30 minutes de pénalité n'y sont plus. Donc c'est pour ça qu'il arrive à rester un peu au contact au championnat, et puis surtout, c'est surtout les crevaisons qui, pour le coup, l'ont pénalisé. Bon, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire pour conclure cette 90e édition? En plus, oui, c'était un chiffre rond. Ouais, non, j'avoue que je n'ai pas épluché tous les classements. Est-ce que tu as envie de mettre un petit feu, un petit coup de projecteur? Non, alors le petit coup de projecteur, l'hommage aussi, c'est surtout pour les ouvreurs. On en parle assez peu, mais le métier d'ouvreur, notamment sur un Monte-Carlo, est extrêmement important. Et on peut noter encore une fois cette année qu'il y avait des très très grands noms dans les voitures ouvreuses. Donc ces voitures qui passent au moins 70 minutes avant les voitures de course pour noter les dernières évolutions de la route, que ce soit des graviers, des plaques de glace, de la neige, ou autre. Donc c'est un rôle qui est extrêmement important pour le Monte-Carlo, et cette année on pouvait noter par exemple Simon Jean-Joseph, on en avait parlé la dernière fois, qui devait prendre sa retraite mais qui finalement a œuvré encore pour oui, c'est bien ce qui me semblait, oui. Ah oui, puisque Stéphane Lefebvre, qui devait le remplacer, a eu la chance de participer en tant que pilote. Donc Simon a repris le flambeau. Pour Oliver Solberg, ce qui est intéressant, c'est que c'est Brian Bouffier et Denis Giraudet qui faisaient sa voiture ouvreuse. On peut noter des Johan Inen pour Katsuta, Johan Bonato aussi, qui ouvrait pour Sébastien Loeb. Alexandre Banguet aussi pour Johan Rossel. Donc voilà, c'était quand même des grands noms, et ça souligne l'importance de ces ouvreurs. De la même que tous les mécanos qui peuvent œuvrer pendant le rallye. C'est vrai que c'est pas uniquement un pilote et un copilote, c'est aussi tout le monde qui peut y avoir derrière, et sur un rallye aussi éprouvant, aussi long que le Monte-Carlo, c'est important de le souligner. Ah bah tiens, ça me fait plaisir que tu cites Brian Bouffier, parce que ancien vainqueur du Monte-Carlo, faut-il le rappeler. Et puis alors, on sait qu'il avait été même champion en Pologne de nombreuses années, c'était assez étonnant. Mais à l'époque où je présentais l'émission tous les dimanches, tu te souviens, Motor sur RMC, j'ai souvent eu Brian au téléphone, qui était toujours disponible et qui avait toujours un regard et un éclairage sur sa carrière, bien sûr. À l'époque, il était en action, mais sur le monde du rallye, et c'était très précieux de l'avoir.
Et il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 ans à la cérémonie des remises des prix de la FFSA, hein, chaque année, au mois de décembre. J'étais assis à côté de lui. C'était sympa de le retrouver, mais bon, je ne l'ai pas revu depuis. Mais bon, je me souviens de quelques bons moments passés avec l'ami Brian. Bon, et puis, Guillaume. une dernière petite chose aussi, Oui. juste à citer, hein, mais c'est la très belle victoire aussi de Raphaël Astier sur l'Alpine à 110 en catégorie RGT devant Emmanuel Guigou. Un rallye qui s'est assez vite décanté, on va dire, en termes de classement. François Delcourt termine 3e. Mais ce qui est surtout à noter, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, c'est les temps qui ont pu être réalisés sur certaines spéciales par ces Alpines au beau milieu, voire au top des WRC2 également. Donc pour des 2 roues motrices propulsion, ça montre un niveau de qualité et de performance qui est extrêmement intéressant. Donc voilà, juste un petit coup de projecteur sur cette catégorie et ces belles autos que sont les Alpines développées par Signatech et Oreca, comme tu le sais. Allez, on s'était dit qu'on ferait bien 1 heure parce que vu ce qu'on a vécu, ça valait le coup. Et ben c'est ça, on y arrive. 1 heure pile d'Afterlap pour nous remettre dans le bain de cette année 2022. Où on va passer, on le sait, dans un mode un petit peu plus événementiel. Donc Guillaume, je te prie déjà de réserver ta place pour dans 1 mois, puisque on va avoir le temps un peu de digérer ce Monte-Carlo, mais on va se retrouver en Suède, où là, effectivement, il faudra analyser de nouveau la situation, parce qu'elle est amenée à changer complètement dans le monde du WRC. Donc ce sera intéressant de se parler, toi et moi, à ce niveau-là. Donc d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous dans 1 mois pour parler de la Suède. C'était l'épisode 113 d'aujourd'hui. J'adresse un coucou amical et sincère à notre ami Jean-François Mamère aussi, il sait pourquoi. Et puis Guillaume, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite une bonne année, la bonne santé. Et puis qu'est-ce que tu me montres là? Voilà, je te remontre juste un petit peu les derniers personnages de Sébastien Ogier et Julien Ingracia, pour le coup, de l'année dernière, donc de chez Drivers Paintings. Et puis voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Bon, certes, c'est une Hyundai, mais bon. Oui. C'est pas son constructeur de prédilection, mais en tout cas, je voulais vous montrer une petite auto de Sébastien Loeb. En attendant, forcément, la Ford Puma qui est derrière toi et qui va arriver dans les vitrines de Auto Mini Racing. Avec impatience, avec un joli petit diorama, je pense, qui sera réalisé. Et voilà, je vous invite à nous suivre, à regarder tout ça et à nous contacter si jamais il y a des envies particulières. Mais je sais que ça t'intéresse, donc voilà, c'était des petites surprises de fin d'épisode, comme d'habitude. Ah, une petite Puma au 1,43e avec cette griffe violette sur le capot avant, magnifique. Moi, j'avoue que je fais partie de ceux qui ont adoré dès le début. Donc là, on veut voir ça. Et n'oubliez pas d'aller signer ma pétition. Signer ma pétition pour le retour de Loeb et Ogier. On va faire campagne. C'est bientôt les élections. Nous, on va créer un peu notre sondage aussi pour savoir, parmi nos auditeurs, nos téléspectateurs, mettez plein de commentaires pour qu'on puisse les envoyer aux deux Seb et qu'ils puissent revenir nous donner autant de plaisir que ce week-end. C'est ça. Est-ce que vous voulez signer cette pétition virtuellement, on va dire, mais quand même, par vos commentaires, dites-le nous. Oui, c'est sûr que ce sera intéressant. Moi, je t'apporte ma signature parce que, oui. Ils nous ont fait tellement vibrer ce week-end que, oui, on aurait envie que ça continue encore et ce serait génial. Bon. Écoute, ça sera le mot de la fin. Merci vraiment beaucoup, Guillaume. Bonne continuation à toi. Merci à vous donc de rester fidèles au podcast du Sport Auto, l'Afterlap, qui continue quand même en 2022, bien évidemment, et qui passe au travers des gouttes d'Omicron. Voilà. En tout cas, moi, toujours pas de symptômes, toujours pas positifs depuis 2 ans. Donc, je m'en félicite et j'espère que ça sera également le cas pour toi. Guillaume, porte-toi bien. Et puis, écoute, à dans 1 mois alors. Merci beaucoup, merci LFB pour ta passion et pour ce temps accordé. Et puis encore une fois, n'hésitez surtout pas s'il y a des questions, s'il y a des sujets particuliers à aborder. On est à votre disposition. Je vous dis à très bientôt et puis rendez-vous en Suède. Voilà, salut à tous. Salut.